Les princesses, bonjour. Shavuot. Alors, on va dédier ces paroles de Torah pour la libération de nos otages, Miyad, Bezrat Hashem, et la protection de Am Israël, là où ils se trouvent, et en particulier les Chayalim, soldats d'Israël, ainsi que la Géoula Berachamim. Refoua Shelema. Shalom ben Rachel, Rachel Sivian et Lucien Nessim ben Banim Shel Germoma, Yeladim Shel Imi Morati, Avraham ben Rachel, Joël Myriam bat Sarah, Yosef Raïm Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Chantal Esther bat Nuna Fernande, Shmuel Yaakov ben Nidinili, Yosef Yitzhak ben Elian, Esther Sarah Evelyne Chava bat Atou, Annie bat Myriam, Michael ben Sarah, Yohanan ben Michal, Nina Malka bat Myriam, Sarah bat Luna, Daniel Mazal Tov bat Fortuné, Ethel bat Liora Esther, Joël Yael bat Simone Sultan, Vekol Chole Amo Israël. Aslachat Gil Avitan Ben Myriam Mariz, Ben Zahar. Voilà. Alors, évidemment, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu fasse que notre année soit bénie. Shana Tova tout le monde, et les Kulam. Alors, voilà, je voudrais m'entretenir aujourd'hui de la fête de Sukkot. 5 jours après Kippour, le 15 Tishri, la fête de Sukkot va durer 7 jours, qui va nous rappeler les 7 Anané Kavod, les 7 nuées de gloire. 8 jours en Choul, en dehors d'Israël. Donc, en dehors d'Israël, il y aura 2 jours de Yom Tov, et en Eretz Israël, il n'y en aura qu'un. Alors, on est tous empressés d'arriver à Sukkot et la simcha, la joie qu'elle procure. C'est l'une des 3 fêtes de pèlerinage à Yerushalayim. Après avoir proclamé Hachem notre roi, on célèbre la simcha, qui est citée 3 fois pour Sukkot, de l'aide divine apportée au Bnei Israël au moment de la sortie d'Égypte, puisque de Ramsès, on a été séjourné à Sukkot, c'était l'endroit, mais on doit aussi se rappeler des Anané Kavod, qui était un fait miraculeux, et retrouver aussi le 15 Tishri, les nuées de gloire qui ont parcouru les 40 ans dans le désert. On ne cherche pas le confort, mais la proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est la mitzvah d'y passer le plus de temps, d'y manger, de dormir pour les hommes, sans oublier les 4 espèces, le loulav, la das, la rava, la sole, et les trog, espèces que l'on trouve en Eretz Israël, puisque Am Israël est rentré par Yericho, qui est l'endroit des palmiers. Vesamarta veragecha ve'aïta arsameach, et tu seras uniquement joyeux pendant 1 semaine. Alors, tu mangeras de la viande et du vin, et tu boiras du vin. Tu feras la tzedaka pour ne pas oublier les nécessiteux. Pas de tachanoun jusqu'au 2 Cheshvan. Il y aura aussi la fête de Simchat Torah, la fête où on finit et recommence, on fait le Siyum, on finit la Torah et on recommence Bereshit. Et le tout accompagné de danse, de chants, en tapant normalement des mains. Pas comme Shabbat, normalement, dans la joie et la simcha totale. Alors le message à tirer de cette révérence avec Simchat Torah, avec cette protection divine, c'est que nous avons rempli nos valises. Elles sont pleines de spiritualité qui vont diffuser toute notre année afin qu'on reste rattaché à cette période si spirituelle, si kedusha. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de Sukkot?
Eh bien, après avoir obtenu le pardon à Kippour, avant d'avoir le temps de fauter, nous avons la première action, la mitzvah, de se consacrer à la construction de la soukha et d'y résider comme dans sa demeure, entièrement enveloppé. Tout notre corps témoigne de notre totale confiance en Akadosh Baruch Hu. Alors, je voudrais vous raconter une histoire que vous connaissez déjà, mais permettez-moi de revenir dessus, car j'ai le cœur gros pour tous nos frères juifs qui n'ont pas la possibilité de construire la soukha. Alors, je fais un appel. Vous qui m'écoutez et qui a une soukha, essayez de voir s'il y a des gens qu'il faut inviter, des gens qui n'ont pas eu cette possibilité. Et même de nos jours, et même en Eretz Israël. Alors allons-y. Ethan habite dans le quartier de Manhattan, au 2e étage d'un gratte-ciel, qui en compte 20. Après Yom Kippour, le jour du pardon, il est très enthousiaste. Pour la première fois de sa vie, il va enfin construire sa propre soukha, servant à résider temporairement pour la fête de Sukkot. La difficulté, c'est qu'il n'a pas de balcon adapté pour cette construction, mais ça ne le décourage pas. Et il commence dès le lendemain de Kippour à construire sa soukha au rez-de-chaussée de son immeuble. Côté rue, il est tellement motivé qu'il finit de la construire dans la journée. Alors qu'il est en train de ranger sa caisse à outils, un employé de la mairie arrive devant lui et le verbalise. Je vous adresse une amende pour avoir construit un domicile illégal dans un lieu public. En plus de la contravention, je vous intime l'ordre de démonter sans délai cette cabane qui constitue une nuisance pour les passants et les résidents de l'immeuble, sans parler de la nuisance visuelle. Ethan a été tellement emballé par sa volonté de construire sa soukha le lendemain de Kippour qu'il a complètement oublié de demander une autorisation. Et je vous laisse imaginer une soukha construite sans autorisation au pied d'un gratte-ciel de Manhattan. Ethan est ennuyé. Il discute avec l'agent municipal, mais rien n'y fait. Ethan doit démonter immédiatement sa soukha, sans perdre de temps. Il déballe à nouveau sa caisse à outils pour démonter le cœur gros sa soukha. Ce qui ennuie le plus Ethan, à ce moment précis, ce n'est pas de démonter seulement la soukha, ce qu'il a mis une journée à construire, mais de savoir où il pourrait reconstruire sa soukha. La seule solution lui reste, c'est de la construire sur le toit de son immeuble. Il n'est pas emballé par cette solution, car cela veut dire que pendant Yom Tov et Shabbat, il devra monter 18 étages à pied pour aller à sa soukha. Ethan n'est jamais monté sur le toit, il sait juste qu'il est suffisamment spacieux pour accueillir sa petite soukha et que le toit appartient au propriétaire du 20e étage, Monsieur Foster. Aussitôt la soukha démontée, il sonne chez son voisin du dernier étage pour lui demander s'il peut y construire sa soukha pour 7 jours. Le voisin ne comprend pas bien l'intérêt d'Ethan de vivre dans une cabane pendant une semaine, mais il ressent sa grande motivation. Il se dit que cette histoire de cabane pourrait être une affaire lucrative pour lui. Écoutez, Ethan, je suis un homme d'affaires. Alors, l'immobilier et moi,
Allons droit au but. OK? Parlons d'affaires. Vous voulez construire votre tente? Il n'y a pas de problème. Je vous la loue et tout mon toit dès ce soir jusqu'au lendemain de votre fête inclus pour ne pas que vous ayez le temps pour que vous ayez le temps de tout remballer. Contre la modique somme de 700 $. Symbolique, n'est-ce pas? Ce qui représente une très grosse somme. Comme une location d'un appartement, d'un studio en tout cas. Ethan a le souffle coupé. C'est une somme énorme pour une si petite demande. Il insiste, il explique à M. Foster qu'il a juste besoin de 4 mètres carrés sur un toit. Il ne veut pas payer le prix d'une location. Mais son voisin est un homme d'affaires chevronné. Le business, c'est le business. Ethan, les affaires sont les affaires. Gardez votre salive, le prix ne baissera pas d'un penny. C'est difficile à encaisser pour Ethan. Il a déjà reçu 1 heure plus tôt une grosse amende de la ville pour avoir monté sa souka en pleine rue. Et maintenant, son voisin lui demande 700 $. Pour louer le terrain de Sasuka, Ethan réfléchit. Tout est la volonté du ciel. Gamzu Letova. Si pour accomplir cette mitzvah, j'ai autant de difficultés, c'est que sa valeur doit être inestimable. Je dois faire ces dépenses pour acheter cette mitzvah. Alors je le ferai avec joie. Il prend cette très belle décision dans son cœur, il accepte et il descend à son appartement préparer un chèque de 700 $ à l'ordre de M. Steve Foster. Quand il remonte son chèque à la main, son voisin l'accueille avec une autre demande. « Ethan, j'aime faire bien les choses. Je fais toujours un contrat officiel pour chaque affaire que je traite. » Ethan répond à son voisin. « Bon, si vous y tenez, allez, rédigez le contrat, on signe et on avance. » Monsieur Foster interrompt alors Ethan d'un ton hautain. « Ah, désolé, mais dans les affaires, les contrats se font uniquement chez un avocat spécialisé. » Ethan s'agace de cette nouvelle demande. « Quoi? Un avocat pour un petit contrat entre voisins? On n'a jamais vu ça. Je ne vais pas jeter mon argent par la fenêtre, monsieur Foster. » Le propriétaire lui répond avec son air très arrogant. « Oh, si vous le prenez sur ce ton, Ethan, eh bien, on ne fait pas affaire ensemble. Je ne vous oblige pas à louer mon toit. Si vous voulez le louer, ce sont mes conditions. » Ethan est vraiment contrarié, mais ces épreuves clarifient sa émouna, sa foi en Hachem. Construire sa souka va être un parcours du combattant, mais il tiendra bon quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Monsieur Foster appelle son avocat qui peut les recevoir sans attendre. Les 2 hommes s'y rendent ensemble. C'est à 1/4 d'heure à pied sur la route. Ethan prie de tout son cœur à Kadosh Baruch Hu pour que tout se passe bien, qu'il ait enfin le srout, le mérite d'accomplir cette mitzvah qu'il n'a jamais encore réalisée. Il arrive enfin chez l'avocat qui les accueille dans son grand bureau et il prépare un contrat très officiel. Ethan remet son chèque au propriétaire. Il s'encourage en se répétant dans sa tête « Akol Gamzu Letova ». On ne perd jamais à accomplir une mitzvah. Il part de chez l'avocat après que le propriétaire lui ait remis
les clés du toit. Ethan est fou de joie. Il court dans la rue et il commence à chanter le célèbre Piyut, la chanson de Sukkot. Souka velulav, les âmes ségoula. Il va au 20e étage, ouvre la porte du toit et là, il a envie de pleurer. Le toit est recouvert de ferrailles, de matériaux, de chantier. Il n'y a pas 1 mètre carré de libre. Dans sa précipitation, Ethan a oublié la chose la plus basique à faire quand on loue un bien, le visiter. Il sent qu'il s'est fait avoir. Avec ce contrat rédigé chez l'avocat, qui comporte une clause terrible. Libérer tout le toit le lendemain de Simchat Torah, incluant tous les encombrants. Il n'aura pas le choix que de faire aussi appel à une société de débarras des encombrants, ce qui veut dire encore des frais très importants. Il n'a pas la force de se bagarrer avec son voisin. Il sait qu'il perdra de toute façon face à ce professionnel de l'immobilier impitoyable. Ethan prend son inspiration. Il remonte ses manches. Malgré l'heure tardive et sa fatigue de la journée, il commence à entasser dans un coin tous les vieux châssis, les éviers cassés, les banquettes qui encombrent le toit. Ce qui le console, c'est qu'il va pouvoir quand même construire sa souka. Il n'a pas besoin d'énormément de place sur le toit, juste 4 mètres carrés et un passage. Pendant qu'il déplace un long tuyau de fer, il entend un bruit un peu bizarre sur le sol, comme du métal qui est tombé. Il dépose le tuyau et il aperçoit un sac en plastique qui semble très bien emballé. On dirait qu'il a été caché exprès dans ce tuyau de fer. Ethan se demande ce que fait ce paquet dans cet endroit. Il ouvre le colis qui est très bien fermé et en l'ouvrant, il recule tellement, il est stupéfait par son contenu. Le paquet contient une vingtaine de gros diamants étincelants. Ethan est quelqu'un d'honnête. Il voit bien que ces diamants ont été sans doute volés. Et sans attendre, il se rend au commissariat le plus proche du quartier. Il explique tout aux policiers et leur remet le paquet. Les agents le félicitent pour son honnêteté. Ils lui disent qu'ils ont effectivement reçu une plainte au sujet de diamants volés il y a plusieurs années et ils se chargeront de les remettre aux propriétaires. Ethan remonte, finir de dégager le toit pour faire une petite place pour sa souka. Quand il a terminé, il est vraiment tard. Il n'est pas allé à son travail aujourd'hui. Il a peiné pour sa souka toute la journée sans avoir vraiment avancé et en plus, il a déjà engagé beaucoup de dépenses avant cette fête, avant celle de la fête. Il n'a plus beaucoup de temps pour construire sa souka. Le lendemain soir, en rentrant de son travail, il salue son épouse, puis il monte tout de suite sur le toit construire sa souka. Il finit tard dans la nuit, y compris la décoration. Ethan est épuisé, mais combien heureux. Il a tout donné, du temps, de l'argent, de l'énergie et des larmes, mais le résultat en vaut la peine.
il s'apprête à réaliser pour la première fois de sa vie la mitzvah de la Souka. La fête de Sukkot arrive, et quelle émotion pour toute la famille au moment d'inviter le premier soir de Yom Tov, la Neshama, l'âme d'Avraham Avinu, le premier des 7 Ushpizin, les 7 invités spirituels, pères du peuple juif. Ethan pleure au moment de réciter la prière, l'Esheb Basuka, lorsque l'on bénit Dieu qui nous a donné de nous asseoir dans la souka. La fête se passe dans une atmosphère d'élévation et de joie indescriptible. Dès la fin de la fête, Ethan va sur le toit pour démonter sa souka parce que le lendemain matin, la société de débarras arrive à la première heure pour nettoyer tout le toit. Il est en train de finir le démontage quand son téléphone portable sonne. Allô? Oui, Ethan Fenger, Ken, ici le commissariat. Veuillez vous présenter au poste de police le plus tôt possible. Ethan craint à nouveau un nouveau coup de tordu de son voisin, M. Foster. Il termine rapidement de démonter sa souka et il va au commissariat où on lui annonce une nouvelle incroyable. Merci d'être venu au plus tôt. Les diamants que vous avez trouvés ont été volés chez un diamantaire. On a essayé de le retrouver pour lui rendre les pierres précieuses et on a appris qu'il est décédé. Il y a un petit moment. Il vivait seul, sans enfant, sans héritier et sans aucun testament. Et selon la loi en vigueur aux États-Unis, quiconque trouve un objet dont le propriétaire est décédé sans laisser de successeur est autorisé à le garder. Vous êtes donc le propriétaire légal du paquet de diamants que vous nous avez remis. Ethan a du mal à réaliser la nouvelle. Il vient d'empocher une fortune sans doute colossale. Il entre chez lui en tenant précieusement le paquet entre ses mains et il célèbre cette découverte avec sa femme qui rayonne de bonheur. Il appelle son ami diamantaire pour connaître la valeur des diamants. Son ami arrive rapidement chez lui et une première estimation tombe. Ethan est en possession d'une fortune d'au moins $1 million. Ethan et sa femme n'en reviennent pas, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, Ethan va remettre les clés du toit à son voisin. Il sonne à peine à la porte que M. Foster lui crie dessus. « Ethan, vous m'avez volé mes diamants, rendez-les-moi immédiatement. » Visiblement, la nouvelle a déjà fait le tour du quartier. C'est sur mon toit que vous les avez trouvés. Ces diamants, j'en suis le propriétaire légal. Ethan ne se laisse pas intimider. Et quelques jours plus tard, les deux voisins se retrouvent au tribunal. Monsieur Foster est très en colère. « Monsieur le juge, mon voisin a fait intrusion sur mon toit, qui est une propriété privée, pour voler ce sac de diamants qui m'appartient. » Devant cette accusation de vol, le juge se tourne vers Ethan. « Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Ethan garde son sang-froid. « Oui, monsieur le juge. J'avais le droit d'entrer sur le toit puisque j'en ai été le locataire. » Le juge objecte. « Monsieur, vous comprenez que n'importe qui aurait pu se rendre sur le toit et prétendre la même chose. Sans document,
recevable attestant de votre version des faits, le paquet et son contenu sont la propriété de votre voisin. Ethan sort très tranquillement le contrat de location officiel rédigé et signé par un avocat sur lequel il est écrit en plus que le toit doit être rendu libre de tout bien. Le juge examine le document, délibère rapidement et rend son verdict, qui est sans appel. Le tribunal déclare la réclamation du propriétaire Monsieur Foster nulle et non avenue. Les diamants appartiennent au locataire du toit qui les a trouvés, Monsieur Ethan. En outre, au vu de l'accusation mensongère et de la procédure abusive, le tribunal condamne Monsieur Foster à verser 5 000 $ de dommages et intérêts à Monsieur Ethan. Après cet échouva, Ethan a eu à cœur de réaliser une mitzvah difficile quand on n'a pas de balcon ou de terrasse à soi, surtout à New York. Construire sa soukha. Après avoir accepté avec amour les difficultés et les dépenses qu'il a eu à surmonter pour accomplir sa mitzvah, tout s'est éclairé pour lui, même ce contrat de location étrange qu'il ne voulait pas du tout signer était en fait un contrat de propriété sur mesure pour le rendre propriétaire de sa future fortune. C'est justement grâce à ces difficultés qu'il a acquis cette fortune, préparée par le maître du monde à son attention. Il nous arrive à tous de rencontrer des difficultés qui nous semblent insurmontables pour réaliser une mitzvah. C'est clair que la mitzvah de construire sa propre soukha n'est pas plus facile, même en Israël. Sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de soukha et qui en pleurent. Il faut acheter le bon matériel, savoir quoi acheter, où construire sa soukha, quand et comment la construire, comment y amener l'électricité dans ces moments de difficulté. N'oublions jamais ce que nous apprennent nos sages, nos rachamim dans le Pirkei Avot. La récompense dépend de l'effort. C'est vrai pour tout et surtout pour nos mitzvot. Alors n'hésitez pas, peinez de bon cœur, la récompense du ciel sera exceptionnelle le moment venu. Mes amis, le moment est venu de vous souhaiter Chag Sameach veShana Tova, Tisku leshanim rabot neimot vetovot, que ce soit l'année de la Géoula,